Bah du coup on est avec une nouvelle personne, Ouais. donc tu peux donner ton prénom mais t'es pas obligé si t'as pas Ok, envie. bah moi c'est Alexis. Ok, et Voilà. donc Alexis, toi qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Ok. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te présenter un petit peu si tu le veux, mais tu peux juste donner tes motivations pour pourquoi Ouais. t'es là aujourd'hui, t'es libre. Et bah en fait aujourd'hui bah j'ai appris dans la journée qu'il y avait blocus. Et mes potes ont forcé pour que je vienne ce soir alors que j'étais crevée. Et j'ai dit ok, je viens parce que c'est mes valeurs, c'est mes convictions. Depuis toujours, je me bats pour la justice et voilà des trucs qui me tiennent à cœur. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents. Et ils m'ont dit on va pas t'empêcher d'aller soutenir une cause qui est juste, donc vas-y. Et juste tiens-nous au courant et voilà. Du coup, je suis là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça touche directement ma licence et mes cours potentiellement de l'année prochaine, voire mon master que j'envisage et tout. Donc c'est pour ça que je suis là. Voilà. Parce que tu fais un master, enfin non, tu fais des études de quoi si tu veux le dire Ouais, carrément, je suis en licence art du spectacle. Et Ok, du coup, on a eu des infos comme quoi on allait avoir des coupes budgétaires à partir d'aujourd'hui. Et que du coup, il y avait des cours de pratique, parce qu'en fait, en deuxième et troisième année, on a énormément de cours de pratique ou avec des intervenants extérieurs. Et on nous a dit que ça allait plus être le cas, donc bah, je suis là pour dire allez vous faire foutre, en fait. Je suis pas d'accord. Voilà. ok. Et quand tu dis que t'en as parlé à tes parents, c'est parce que toi t'habites Poitiers et peut-être chez tes parents, c'est pour ça Ouais, en fait, que t'as encore ce rapport c'est avec ça. tes parents. Ouais, bah mes parents, en fait, je suis née à Poitiers, j'ai fait toute ma scolarité à Poitiers. Et mes parents, ils habitent juste à côté de Poitiers. Et du coup, bah, je vis chez eux et je prends leur voiture et je viens à la fac, quoi. Ouais, Donc, du ok. coup, je suis tout le temps chez mes parents, enfin, chez moi, quoi, en fait. Donc c'est dans Donc, l'équation quelque part. Bon, parce que t'entretiens peut-être des bons rapports ou ah, en j'ai tout des très cas. bons Ouais, rapports avec ok. mes parents, ouais, carrément. On a Ok, les ok. mêmes convictions, donc Ok, ok. sur ça, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ok. Et donc là, les coupes budgétaires qui sont annoncées, c'est quelque chose du coup qui t'inquiète parce que ça touche potentiellement directement à ton avenir en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Concrètement, ça peut être, tu le disais, le master en fait que tu envisages de faire qui peut être supprimé. Ouais, bah, on a eu des news comme quoi le master assistant réel allait être potentiellement arrêté. Donc, c'est-à-dire que le master assistant metteur en scène peut lui aussi disparaître un jour. Et déjà qu'on se destine à des métiers peu stables, de moins en moins stables avec les politiques actuelles. Je trouve que c'est important de se battre pour la culture et les licences et les formations qui accèdent à ce genre de métier, quoi. Parce que c'est hyper important de continuer à s'ouvrir au monde. Et bah, il y a des formations qui existent, il faut les maintenir. Est-ce que ces formations, même si on peut se faire une culture et s'ouvrir aux autres par soi-même, chez soi, devant son ordi, son téléphone, il y a des licences qui existent qui sont incroyables, qui nous ouvrent sur le monde, sur des trucs qu'on n'aurait pas forcément vus sur Internet. Et c'est important de garder ces trucs ouverts, en fait. Ouais, et parce que là, du coup, concrètement, toi, peut-être que c'est possible pour toi de suivre ces études-là parce que tu habites proche de Poitiers et Ouais. que la formation elle est à Poitiers. Ouais. Est-ce que si demain elle disparaît, tu auras la possibilité matérielle d'aller faire tes études, ton master dans une autre ville? Absolument pas. Ouais, voilà. J'ai pas, voilà. Je peux pas. Mes parents, ils ont pas les moyens de me payer un appart. L'année dernière, j'ai bossé en même temps que mes études et j'ai échoué. Oui, échoué, ça se dit. Échouer, c'est un vrai C'est mot, bon, ouais. j'ai bégayé. Donc, c'est si un jour je dois partir et je sais que par exemple il y a une école à Lyon qui me plaît énormément, bah, je suis déjà en train de me dire mais j'ai pas les moyens de payer juste un loyer d'appartement là-bas. Donc comment je vais faire? Du coup, ouais, effectivement, si la licence elle disparaît, bah je sais pas quoi faire en fait, parce que c'est une licence qui me plaît et après il faut partir à Bordeaux, à Tours, à Paris, et on n'est pas sur les mêmes budgets et on n'est pas non plus sur les mêmes licences. Ça va pas forcément proposer les mêmes cours. Enfin voilà, c'est complètement autre chose. Ouais, et puis il faut rappeler aux gens qui écoutent hein, que si vous avez la chance de pouvoir faire vos études librement où vous voulez avec le soutien plein et entier financier et matériel de vos parents, C'est trop cool. en fait voilà Ouais. c'est très cool pour C'est vous, trop tant cool. mieux, mais il y a Ouais. plein de gens pour qui c'est pas possible en Ouais, fait. c'est ça. Et donc le fait qu'il y ait une Mm. offre la plus diverse possible avec un maillage le plus épars possible, ça permet en fait à plein de gens, dont toi par Ouais, exemple, de carrément. pouvoir suivre les études de ton choix, C'est faire ça. être libre Mm. Ouais. d'entreprendre et de commencer la vie d'adulte que tu avais Ouais. envie. Et ça, malheureusement, avec toutes les coupes successives, bah, ça va être de moins en moins possible. Ouais. Puis en plus,
Les bourses sont de moins accessibles aussi. Moi, je sais que mes parents sont trop riches pour que je puisse avoir des bourses, mais en fait, ils sont pas assez riches pour, du coup, me payer un appartement dans une autre ville, me donner une voiture si jamais j'ai besoin de me déplacer. Enfin, là, la voiture que j'utilise, c'est celle de mes parents. Je vis chez mes parents et je sais qu'ils ont absolument pas les moyens en fait de faire quoi que ce soit. Donc, si ces licences-là de proximité elles disparaissent, il y en a, comme dans mon cas, qui pourront pas forcément s'orienter ailleurs, quoi. Ouais, carrément. Et il y a ça, c'est un des gros enjeux hein, sur les ressources qui sont allouées aux universités, et etc. Et en plus, tu l'as très bien. Enfin, t'en es un exemple parfait. Hein, c'est que quand on travaille en parallèle de ses études, les statistiques, elles le montrent absolument. C'est beaucoup plus dur de réussir et le taux d'échec, il est bien supérieur quand on travaille en parallèle de ses études. Ouais. Malheureusement, t'en as fait les frais. Ouais, carrément. Et encore une fois, hein, pour les gens qui écoutent, ça n'a rien à voir avec votre mérite, avec le mérite des étudiants et des étudiantes, puisqu'en réalité, quelque part, un étudiant ou une étudiante qui travaille en parallèle de ses études, quelque part, il mérite plus que les autres. Et c'est très courageux. Voilà, c'est très courageux. Et malheureusement, les statistiques montrent qu'ils échouent plus. Ils échouent plus, pas parce qu'ils sont plus bêtes ou parce qu'ils sont moins méritants, mais juste parce que matériellement, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile de faire les deux de front. Et donc, ouais. Toi, du coup, t'es arrivé juste pour l'occupation ce soir ou t'étais aussi là pendant la journée ? En fait, aujourd'hui, j'ai pas pu venir. J'étais en stage à Thouars, donc impossible. Et j'ai appris ça à 10h. Et moi, depuis 7h, j'étais partie de Poitiers. Mais dès que j'ai su, j'ai demandé qu'on me tienne au courant. Je me sentais quand même impactée. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de nos professeurs qui sont venus dans la journée. Donc je me suis dit, putain, ouais, c'est vraiment notre licence qui est en jeu. En fait, non, il n'y a pas que notre licence, il y a vraiment tout l'UFR qui est en jeu et tous les autres UFR. Et au départ, j'étais vraiment pas chaud pour venir ce soir parce que je fatigue, j'ai envie de dormir, de me poser tranquille et tout. Et puis je me suis dit, ouais, non, faut que je vienne en fait, parce que si tout le monde réfléchit comme moi, il y a personne. Même si je viens et qu'on est 30 ou 20, c'est pas grave, on sera là. Et en fait, là, je me dis que peut-être les autres jours, je viendrai pas. Mais en fait, je dis ça, mais ça se décide toujours au dernier moment, quoi. C'est comme quand on fait la grève, on dit qu'on fait pas grève et au final, si, on va faire grève. Donc, ouais, voilà, ça s'est vraiment décidé au dernier moment et je regrette absolument pas ma décision. Donc là, t'es arrivé ce soir, demain tu repars en stage ou t'avais stage qu'aujourd'hui ? Ouais, j'avais stage qu'aujourd'hui, c'est vraiment un stage à la carte. Un peu pif pouf paf comme ça dans l'agenda. De temps en temps, c'est ok. Mais demain, du coup, l'après-midi, je travaille, parce que je n'ai pas cours au second semestre, que je l'ai validé, je précise, donc je travaille. Ok. Voilà. Donc cette fois, j'espère ne pas ne pas rater. Mais du coup, oui, je travaille, donc je pars le matin, histoire de faire une petite sieste peut-être avant d'aller travailler, parce que je pense qu'on ne va pas beaucoup dormir cette nuit. Enfin, je sais pas. Tu fais quoi comme boulot, si tu peux le dire ou si tu as envie de le dire ? Là, je remplace une dame qui travaille dans une blanchisserie, dans un truc de balnéo, spa et tout. Okay. Donc pendant 3 jours, je la remplace et je plie du linge. Ok, parce que tu fais de l'intérim peut-être ? Pas du tout, non. Pas du tout, c'est vraiment de bouche à oreille. Ok, c'est juste là, t'as chopé 3 jours de c'est ça, j'ai chopé 3 jours. Okay, potentiellement, on va peut-être me recontacter parce que je fais bien le taf, mais ok. Voilà. Ok, bon, c'est cool si ça te va. Ouais, c'est cool, ouais. Et du coup, là, depuis que t'es arrivé, l'ambiance, tu le sens comment ? Tes ressentis par rapport à l'action ? C'est assez good vibes, surtout qu'il y a plein de mes potes de licence, donc c'est vraiment trop cool. Je sais que les gens qui encadrent entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui sont... j'ai oublié le mot. Des chefs ? Des dirigeants ? Désignés comme encadrants et tout. Mais du coup, ouais, je trouve qu'ils mettent des fois un peu la pression. Mon micro était pas... Non, t'inquiète. Ils mettent un peu la pression, notamment sur les flics et tout. Et du coup, la première fois qu'ils en ont parlé, j'étais là en mode... ouais, mais dans quoi je me suis embarquée ? Attends, mais je vais rentrer chez moi, en fait. Mais en fait, après, on a réfléchi, on s'est dit, mais... déjà, si on coopère et tout, tout va bien se passer. Et puis, il n'y a pas de raison qu'ils viennent. Enfin, on est gentils. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, l'ambiance est cool. Et l'organisation est un peu militaire, mais c'est très bien parce que sinon il y a tout le temps des dérives en fait. Et, c'est pas possible, on peut pas se permettre de dériver à droite à gauche.
de casser des trucs et tout. Donc là, ce que tu dis, c'est que les rappels de sécurité et ce jeu-là, t'as trouvé ça un peu anxiogène. Ouais, un petit peu. Au début, ouais, la première fois, ouais. Mais pour toi, donc, c'est que t'as le sentiment spontané que c'est pas justifié parce que quelque part vous faites rien de mal. Moi, ma position, c'est que vous faites rien de mal. Ouais. Néanmoins, en fait, on a des images, on a des endroits en France où, par exemple, à Rennes, ils se sont fait expulser par la police. Ouais, il y a des gens qui se sont fait arrêter, etc. Ouais. Donc, quelque part... c'est normal. Voilà, Ouais, à Poitiers, on est plutôt une ville où la police est sympathique. plutôt sympa avec le mouvement social, de manière générale. Quand on a... Ouais, c'est un peu long le micro. Non, ça va. Non, ça va. Ça va, t'inquiète. En fait, il faudrait peut-être que j'échange les places, mais là, on est obligé d'être... C'est système B. Ouais. Ouais, mais effectivement, il faut quand même garder en tête que la société elle est de plus en plus tendue. Bien sûr, ouais. Et puis de toute façon, comme j'en discutais, en fait, du coup, comme j'étais en stage à Thouars, pendant tout le trajet en voiture, on m'envoyait des messages en me disant bon voilà, viens, c'est bien, machin et tout. J'ai dit ok, moi je peux pas prendre de décision seule parce qu'encore une fois, je vis chez mes parents. Je leur dois de leur dire quand est-ce que je sors, j'emprunte leur voiture, je leur dois de dire s'ils sont ok pour que je laisse la voiture sur la fac et tout. Et du coup, j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit nous on est militants depuis toujours, donc on va pas te priver d'aller militer et tout. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et ils m'ont parlé justement que aujourd'hui, les violences policières, elles sont plus faites sur les gens gentils de gauche que sur les gens d'extrême droite méchants. Et du coup, voilà, ils me briefent vachement déjà de base sur ça. Et là, ils m'ont vraiment fait un petit rappel à l'ordre en mode attention à toi, fais attention si tu vois des gens avec des bottes à clous et tout, tu t'en vas vite, vraiment ils m'ont fait tout un truc, un petit speech et tout, puis après ils m'ont dit vas-y on te fait confiance, juste tiens-nous au courant, bon à partir de 2h ça sert plus à rien, on dormira, mais voilà quoi, voilà. Ouais, de toute façon, je pense que dans ce genre d'événement, tant qu'on reste en groupe, globalement il y a peu de choses à craindre. Voilà, c'est ça. Puis tant qu'il n'y a pas de dérive et tout, pareil, voilà. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui sort dehors, qui commence à faire n'importe quoi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on viendrait nous embêter. Et encore une fois, comme les organisateurs encadrants l'ont déjà dit, Stéphane Bicalo, il a dit qu'il n'y avait pas de raison qu'ils viennent. On cherche vraiment pas la bagarre, on est un groupe non violent. Moi en tout cas je me considère comme non violent. J'espère que pour plus de la moitié des gens qui sont là aussi. Je suis pas du tout là pour faire la bagarre, c'est vraiment juste pour dire qu'on n'est pas content et on espère que ça va continuer à se faire quoi. Et du coup toi, les revendications que tu as ici aujourd'hui, demain donc tu vas travailler, tu l'as dit, mais t'attends quoi de ce mouvement? Est-ce que tu as des espérances, des espoirs? Alors, je regarde énormément l'actualité et en fait alors, je sais pas si c'est passé, mais la coupe budgétaire de 630 et des poussières, des millions, si je me trompe pas, c'est déjà acté en fait. Oui, c'est passé avec le 49.3, voilà. C'est fait, ouais. Ok, je savais pas. Je savais juste que c'était passé pas avec la 49.3, mais du coup, on se bat un peu, pas pour rien. Mais j'ai peu d'espoir qu'ils reviennent sur leurs décisions parce qu'en haut, c'est un peu tous des enfoirés. Là, t'es motivé, quoi. Et voilà, optimiste. Je suis là parce qu'il faut être là et montrer qu'on n'est pas content. C'est toujours important de dire qu'on n'est pas content. On a le droit à la liberté d'expression et tout, au droit de manifester. Il faut le faire, il faut prendre ce droit et en profiter tant qu'on l'a, quoi. Mais franchement, comme le truc est passé, je me dis qu'il y a peu de chances qu'ils reviennent en arrière parce que c'est quand même un gouvernement de droite, voire d'extrême droite, avec des grosses têtes comme Retailleau, Darmanin et tout. Après, je me dis que il peut toujours y avoir une motion de censure pour le gouvernement, que potentiellement la culture soit pas si impactée que ça, mais encore une fois, c'est des gros si, on est vraiment sûr de rien. Et puis je suis là pour soutenir les autres qui y croient vraiment, quoi. Donc c'est pour ça que je dis pas que... Ok, toi t'es un peu dans le doom, mais en fait, soutien aux camarades qui ont de l'espoir, quoi. Quand j'ai dit à mes parents qu'ils se battaient contre les restrictions budgétaires, ma mère a tout de suite dit elle m'a dit mais t'es au courant que c'est déjà passé en fait, donc ça sert à rien. Je dis oui mais si. Et elle m'a dit bon vas-y, mais voilà. Du coup je ne dis pas qu'il y a peu d'espoir, mais... Ma compagne elle m'a dit un peu la même chose tout à l'heure. Il y a peu d'espoir. Mais imaginons que
on fait de la politique fiction, Mhm. il y a un vrai rapport de force qui s'installe. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'aimerais que ce rapport de force puisse s'arracher, là, mettons dans une semaine, un mois, on ne sait pas combien de temps ça Ouais. peut durer. Si le mouvement social était gagnant, Ouais. toi, qu'est-ce que t'aimerais qui ressorte de ça? Bah, arrêter d'aller chercher des millions et des millions pour réparer la dette de l'État dans des choses, enfin des endroits où la dette n'est pas à cause de ça en fait. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'aller dire on va prendre de l'argent à la culture, on va prendre de l'argent à l'éducation, on va prendre de l'argent, je sais pas, chez les handicapés, dans la santé, à l'immigration. Ah, c'est de votre faute, tout ça c'est de votre faute. Si on est en déficit, mais il faudrait plutôt qu'il y ait une vraie remise en question et qu'on se demande mais pourquoi est-ce qu'on est en déficit en fait. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez taxé les riches et qu'on laisse les entreprises faire un peu ce qu'ils veulent avec leurs Ouais. sous et plutôt que d'aller taxer la culture, la santé tout le temps les mêmes, l'immigration tout le temps, c'est tout le temps leur faute. Et faudrait Ouais. vraiment une remise en question en fait. Mais Bah, sur ça, moi, Ouais. je rappelle pour les gens qui nous écoutent, je le dis souvent quand je prends le micro un peu partout. Donc le pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. ok, La France n'a jamais été aussi riche qu'elle ne l'est actuellement. ok, je savais pas. Inflation prise en compte. Mhm. On n'a jamais généré autant d'argent qu'actuellement. Ok. Et donc, tous les gens qui tiennent des discours de il faut aller faire des économies sur ci, sur ça, en réalité, il n'y a aucune raison que aujourd'hui en France, on ne puisse pas avoir un pays qui finance autant les choses qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ok. Souvent, les gens de droite, ils fantasment un avant qui était fantastique. Oui, oui. Idyllique. Idyllique, etc. Ouais, Et ben, il n'y a aucune raison matérielle pour que aujourd'hui on puisse pas faire le 100% sécu qui était possible après la guerre, Ouais. qui ait autant de fonctionnaires qu'avant, que les universités soient Ouais. Aussi peu chères avec autant d'offres, etc. C'est Ce vraiment qui- une question de clivage. Ben, c'est ce que en fait. ce que tu touchais du doigt, c'est-à-dire que on a l'argent en fait au lieu, en fait, il est pris dans des endroits où on fait des coupes budgétaires pour aller ailleurs. Ouais. Et quand on regarde la part qui est allée de la part de l'argent qui produit, donc du PIB qui était produit, qui allait vers les salariés, vers les salaires, à la part qui est allée vers le capital pour rémunérer donc les capitalistes, les propriétaires d'entreprises, et ben on a 10-20 points qui ont fait cette transition. Et en même temps, quand on regarde de combien se creuse la dette depuis Macron, et Ouais. qu'on regarde de combien se sont enrichis les milliardaires et les super richesses Ouais. du pays, bah, c'est quasiment une vase communicante, quoi. Ouais, bah oui. Et donc voilà, c'est un truc qu'il faut réussir je pense, à avoir en tête, quoi. C'est que ces histoires de dette et il faut faire des restrictions, en fait, tout ça, c'est du flan, quoi. Oui, bah oui, oui. Bah encore, c'est toujours la solution qu'ils trouvent. Hein. À chaque fois, la solution, c'est ok, c'est les migrants, ok, c'est la culture, ok, c'est la santé, les fonctionnaires. Mais en fait, bah, enfin, ouvrez les yeux. Vous êtes, En fait, ouais. ils tirent des alarmes en permanence. Mais... pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir et de se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment sûr qu'on a plus d'argent, quoi? Oui, puis en plus, ce qui est facile avec leur grand discours, c'est que, c'est la théorie des cons, en fait. C'est que la plupart des gens, c'est pas qu'ils sont cons, mais c'est qu'ils pensent pas forcément à aller se documenter sur des médias qui sont neutres, ou du moins qui recherchent vraiment la vérité. Et du coup, bah, la théorie du con, c'est ça prend 5 minutes de convaincre un con, mais pour venir apporter la vérité, il faut des heures, voire des années, en fait. Et peut-être qu'il y croira jamais. Et du coup, c'est ça ce qui est chiant avec leur grand discours à ces politiques super riches. Faut dire quand même que Valérie Pécresse, par exemple, je m'en souviens très bien, elle a un patrimoine de plus de 9 millions d'euros et sa campagne l'a endettée. Et elle était en mode, oui, donnez-moi des sous. Mais en fait, ma grande, tu vas les trouver tout seul, tes sous. Donc faut rappeler que les grands qui nous dirigent là, les petits clowns et tout, c'est les premiers à s'enrichir sur le dos de la population et après à remettre la faute sur la culture, les fonctionnaires, la santé, les immigrés et tout. Et enfin moi j'en peux plus. Genre à un moment donné, va falloir arrêter de faire des coupes budgétaires sur des gens qui sont juste là et qui essayent de s'ouvrir au monde et qui veulent pas de mal à personne, juste taxer les riches quoi. Voilà. Ok, ça c'est ton mojo quoi, Ouais, taxer les riches. Yes. Taxer les riches. Carrément. Ok. Voilà. Tu veux rajouter encore quelque chose ou tu veux qu'on discute encore un peu ou Bah, je sais pas, bon. moi ça me va. Si t'as d'autres questions, si tu veux aborder d'autres sujets, je suis open de ouf. Donc Ok. voilà.
Du coup, concrètement, le quotidien d'un ou d'une étudiante aujourd'hui dans ta licence, comment ça s'articule? Donc, tu as dû refaire ton premier semestre, si j'ai bien compris. Ouais, le c'est deuxième semestre, il Validé. est validé, donc C'est ça. tu n'as plus à aller en cours. Exactement. Ouais. Ok. Et donc, ça, typiquement, c'est assez facile, c'est possible, ça dépend, c'est UFR par UFR, de ce que tu en sais, comment ça s'articule, comment ça marche. Bah, ce truc de quand c'est validé, t'as pas besoin d'aller en cours, je pense que c'est surtout les UFR. Ok. Pas dans toutes les facs, je sais pas, je suis allée que dans une fac, donc. Mais ouais, dans tous les UFR, enfin, je connaissais des gens qui étaient en sciences de la vie, ils avaient validé le second semestre ou le premier, et du coup ils allaient pas en cours, donc ouais. Et c'est plutôt, enfin, c'est facile à vivre, oui et non. Parce qu'en fait, du coup, tu perds un rythme de travail. Enfin, moi, du coup, j'ai plus trop de rythme. D'où mon truc de trouver un stage dans un milieu professionnel qui va avec mes études. Et d'où le truc de aussi travailler. Bon, forcément, je vais pas travailler dans la culture parce que c'est un peu compliqué de rentrer dans ce milieu. Mais ouais, enfin, c'est sympa, t'as tes petites vacances, mais après, je sens que la remise en route va être compliquée. Donc moi, je garde vraiment un rythme régulier, quoi. Et socialement, avec tes camarades, justement, est-ce que t'as tous tes camarades, enfin, ceux qui sont passés, du coup, Ouais. tu les fréquentes peut-être un peu moins aussi? Bah, au premier semestre aussi quand même, on se Ouais. voyait vachement, forcément j'étais en cours et aussi, là au second semestre moins, forcément. Mais je reste quand même en contact parce que bah du coup ma copine est en L2, on est potes tous ensemble et tout, et forcément j'ai des nouvelles, soit par elle, soit par moi, parce que des fois je vais dans des cours de L2. Mais ouais, j'ai moins de vie sociale, mais après c'est pas grave, je me repose. Voilà. Donc c'est que du coup, des fois, tu vas dans les cours Ouais, de licence L2, 2. ouais. C'est que du coup, c'est un enjambement que tu as fait ou c'est juste que Non. tu y vas par choix Ouais, par et choix. comme ça, C'est ça, ouais, c'est pour garder un intéressant rythme scolaire aussi. Ok. Parce qu'en fait, du coup, en L2 art du spectacle, pour ceux qui savent pas, on fait un choix d'options, cinéma ou théâtre. Alors on garde quand même un socle commun qui mélange les deux, mais on choisit une option, et en fonction de l'option qu'on choisit, on va avoir des cours de pratique de théâtre ou de cinéma. Et moi, je sais que l'année prochaine, je prends le cours d'option théâtre. Du coup, cette année, j'en profite pour faire des cours d'option cinéma qui peuvent et qui sont très enrichissants et qui me resserviront. Par exemple, là, je vais dans un cours qui s'appelle écriture critique et on apprend à écrire une critique cinématographique, d'où ça vient. Enfin voilà, donc c'est hyper intéressant. Donc je préfère mettre mon temps libre à profit de choses qui peuvent m'apporter. Ok. Et ton stage, du coup, tu fais quoi comme stage? Ouais, je fais un stage dans une compagnie de théâtre. Je vais pas citer parce que Non, je pense non, y a qu'elle pas sera besoin. pas contente. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc c'est avec une metteuse en scène que je connais depuis très longtemps. Et par hasard, je l'ai recroisée dans les couloirs de l'UFR parce qu'elle est intervenante. Et j'ai dit, oh, tu veux pas me prendre en stage? Et elle a dit oui. Et du coup, elle me propose un stage à la carte. Et Ok. donc je la suis sur différents projets. Et c'est hyper enrichissant. Je fais de la prise de son, du montage. Là, c'est un stage qui est non rémunéré, du Ouais, coup? non rémunéré. C'est sur 3 mois et demi, 4 mois, mais c'est pas rémunéré parce qu'en fait, c'est. Bon, là, je viens d'enchaîner 4 ou 5 semaines d'un coup, mais la prochaine fois que je la revois, c'est dans 2 semaines, puis après, ce sera dans 3 semaines. Enfin, je vais avoir des grandes tours de pause parce que, bah, en fonction de ces projets, et puis elle est pas sur des moments de création purs, bah, elle adapte en fait le stage. Et donc là, c'est Voilà. un stage qui est conventionné avec ton université. Ouais, carrément. Et donc qui est stage formateur, ouais, pour ton futur métier que C'est tu ça. envisages de faire à la suite de tes études. Ouais, carrément, ouais. Bah, moi, la suite de mes études, ce serait soit travailler dans un théâtre, donc dans les bureaux, programmation, communication, médiation. C'est vraiment un truc qui me tente bien. Et sinon, après, bah, il y a toujours la scénographie et la mise en scène qui me tentent. Et du coup, c'est pour ça que faire un stage avec une metteuse en scène qui fait aussi de la scénographie, c'est très enrichissant et ça peut m'ouvrir des portes, en fait. Parce que du coup, je rencontre énormément de gens qui travaillent dans ce secteur et ça, c'est bénéfique, quoi. Parce que là, du coup, les parcours qu'il y a à Poitiers dans cette fac, du coup, c'est tout ce qui est lié aux arts du spectacle, au sens large. Et donc, il y a des parcours et des cursus qui permettent d'aller toucher du doigt un peu toutes les différentes facettes du métier. Moi, je connais pas du tout ces Ouais. parcours-là, ces filières-là. J'ai pas du tout fait ce genre de parcours. Ok. Donc, en gros, parce que moi, dans ma tête, l'université, c'est pas forcément. On est là pour apprendre
dans ma tête, on apprend des notions, des concepts à l'université, pas forcément un travail. Ouais, carrément, néanmoins, je sais que de plus en plus, il y a des parcours formateurs qui apprennent à faire un métier, notamment quand on va en master ou les dernières années, etc. Mais donc, j'imagine qu'on peut aller orienter sa carrière plutôt apprendre plus de notions liées, comme tu dis, à la programmation, ou peut-être plus à la diffusion, peut-être plus metteur en scène, acteur, actrice. C'est comédien, comédienne. Je dirais que ça nous forme, ça nous fait un socle en fait. Ok. On se professionnalise pas, mais on voit vraiment plusieurs facettes de ce secteur professionnel. Par exemple, il y a des cours de politique culturelle où on va nous apprendre en L1 ce que c'est la politique culturelle, à quoi ça sert. Puis en L2, ça porte pas le même nom, mais c'est en général avec les mêmes intervenants. Ça va être des cours de qu'est-ce que c'est qu'un cachet, comment est-ce qu'on fait pour être intermittent du spectacle. Donc ça nous apprend un peu comment se débrouiller plus tard, et c'est super important parce que on nous apprend pas non plus à remplir une fiche d'impôt, mais c'est quand même important de savoir quel contrat on peut avoir dans ce secteur-là. Et après, les cours de pratique, ils nous apprennent pas forcément à devenir acteur, metteur en scène. Ils nous font juste découvrir, je pense, des facettes du théâtre ou du cinéma qu'on n'aurait pas forcément vues. Nous apprendre, par exemple, en cinéma, on va apprendre à se servir d'un micro, d'une caméra, prise de son, qu'est-ce que ça rend à l'image, comment ça rend. J'imagine que plus vous allez avancer dans les études, plus ça va s'orienter vers un aspect de la technique ou de... J'imagine que ça va se... Là, c'est très générique parce que c'est le début, c'est la licence. Et petit à petit, on se met dans un... comme un entonnoir, quoi. Finalement, on restreint le champ d'action, mais on devient de plus en plus spécialiste du domaine. En fait, le but, en gros, de cette licence, c'est option cinéma, faire un court-métrage. Option théâtre, faire une représentation sur une scène, quoi. Donc après, les rôles se répartissent en fonction de qui veut faire quoi. Mais le but, c'est vraiment de monter un truc et de se dire on arrive dans la vie professionnelle avec un court-métrage d'études. Potentiellement à côté, en anglais, on peut te demander un court-métrage. À côté, toi, avec tes potes, tu peux faire un court-métrage. Mais le but, pour moi, en tout cas, de comment je le vois, c'est vraiment arriver dans la vie professionnelle avec déjà des bases dans le métier, savoir comment on fait de la mise en scène, ce que c'est. On a des cours d'histoire de la mise en scène, des cours d'histoire du théâtre, d'histoire du cinéma, qui continuent après dans les autres années. Et, donc on arrive avec un socle de pratique et de savoir hyper important. Mais Et toi, du coup, t'aimerais aller jusqu'où dans ta formation universitaire, et après tu te projettes dans quoi, idéalement, comme dans le monde pro, si t'as déjà des idées, depuis combien de temps t'as envie de faire ça Ok, et alors d'abord je voulais tenter l'ENSAT à Lyon. Je sais pas ce que c'est l'ENSAT. École nationale de théâtre, et j'ai oublié les deux autres lettres, mais voilà, c'est une école nationale de théâtre, mais en fait c'est... Bon, il y a 5 ou 10 places, j'en sais rien, mais c'est hyper fermé, quoi. Mais elle est super, cette école, parce que ça te forme vraiment sur le métier de comédien, metteur en scène, scénographe, c'est axé sur un métier, quoi. Et l'idée de faire du théâtre mon métier, c'est depuis la 4e, je dirais. Je cherchais un peu un métier. En 3e, on te demande ce que tu veux faire. Ah, je sais pas. Puis un jour, j'ai vu l'ENSA, j'étais en mode, ok, l'école de ma vie, je vais y aller. J'avais pas des bonnes notes, oui et non. J'avais des bonnes notes, j'ai eu mon bac, mon brevet, tout va bien. Mais on m'a un peu découragée. Lyon, ça coûte cher, voilà. Et au final, j'ai vu la licence art du spectacle, je me suis dit, ok, il faut que j'y aille. Et donc là, je suis en licence art du spectacle. Normalement, j'ai ma L2, ma L1, je passe en L2 plutôt. Du coup, après, j'envisage bien le master assistant metteur en scène, parce que ça forme vraiment au métier. Là, c'est vraiment... on te forme vraiment au métier d'assistant metteur en scène, et arriver dans le secteur culturel avec cette base de pouvoir aller un peu partout sur le plateau, savoir diriger des équipes et faire des comptes rendus, c'est un truc qui est vachement important. Et ensuite, carrément, si je peux, tenter une école nationale. Il y en a à Paris, évidemment, Tours, si je me trompe pas, Strasbourg, Lyon, si je peux, Lyon, et Rennes. Donc voilà. Donc pour être metteur en scène. Ouais, ou scénographe.
La différence, c'est quoi? Metteur en scène, alors je vais plutôt faire scénographe, ce sera plus simple. Scénographe, c'est celui qui va dessiner l'espace, dessiner les décors, en gros. Ok, d'accord. Donc sur une pièce de théâtre, quand vous voyez un grand escalier et des décors, c'est le scénographe en général qui va créer l'escalier, qui va designer les décors en question, voilà. Et le metteur en scène, lui, il va vraiment diriger le jeu d'acteur, le jeu de plateau. C'est lui qui va dire ok, je veux un petit peu de lumière ici, un petit peu de son de là. Mais voilà. du coup, le metteur ou la metteuse en scène, il interagit avec le et la scénographe Ouais. pour que ça fasse un Ouais. tout cohérent. Entre les deux, il y a un rapport hiérarchique. Carrément, ouais. Le metteur en scène, c'est genre le big boss. Ok. On entend souvent dire que les metteurs en scène, c'est un peu des cons. Je dirais pas que c'est faux. Mais en général, en fait, la plupart des metteurs en scène sont aussi souvent scénographes. Parce que ça va de soi, en fait. En général, quand on produit un spectacle, on a envie de faire sa propre scénographie. Alors, quand c'est des théâtres à gros budget, on engage un scénographe. Mais sinon, il y a beaucoup de metteurs en scène qui font eux-mêmes leur propre scénographie et qui se débrouillent avec les trucs d'à côté, quoi. Donc, voilà. Et alors justement, là, on parle un peu du rapport hiérarchique. Est-ce que finalement, même matériellement, le vrai chef, c'est pas ou la vraie chef, c'est celui qui produit le spectacle dans le rapport de Est-ce que tu as commencé un peu par exemple, de ce que tu vois avec le stage que tu fais là, voilà, ou peut-être des billes que tu as par ailleurs. Voilà, est-ce que finalement le vrai chef ou la vraie chef, c'est pas celui qui finance ou celui ou celle qui finance? C'est toujours ça la question. Là, de ce que je vois avec mon stage, la metteuse en scène est quand même si elle est produite par quelqu'un, que ce soit par l'État ou des investissements privés, ça peut arriver, un collège qui la rémunère pour un projet et tout. Elle a quand même un droit de direction, en fait. Je pense qu'elle est totalement consciente que son salaire va venir de la personne qui l'a produit. Mais elle garde ce truc de, en fait, c'est quand même mon projet. L'argent vient pas de moi, mais c'est mon projet et j'ai envie de le faire comme ça, alors je vais le faire comme ça et voilà quoi. Ok, mais voilà, je pars dans des questions, j'en conviens, Pas de qui sont souci. peut-être un peu capillotractées, mais est-ce que du coup les gens qui arrivent à se faire financer dans le métier sont des gens qui sont compatibles avec les idées et les valeurs des gens qui financent, ou est-ce que malgré tout on a encore une structure qui est faite de telle manière que globalement tu peux faire produire des spectacles, quels que soient les sujets, quels que soient les thèmes, etc. Moi, je pense à ça parce qu'en fait, j'ai regardé aujourd'hui une vidéo de Lex Empirique, un YouTuber qui parle, qui a une de sa, en date, là, on est le 11 février, sa dernière vidéo, elle parle de justement la manière dont l'armée américaine et la CIA aux États-Unis prennent part en fait au financement de pas mal de productions hollywoodiennes, et ils montrent avec documents à l'appui à quel point le financeur a un droit de regard sur le scénar, etc., etc., etc. Mais même au-delà de ça, en fait, il ramène un concept de Noam Chomsky où il explique par exemple qu'à la télévision, les journalistes qui sont sur les plateaux des médias dominants, etc., ils s'auto-censurent pas en fait. Mais par contre, ils sont là parce qu'ils sont ils ont les mêmes idées ou ils défendent les mêmes idées et les intérêts des propriétaires de ces médias-là. Donc c'est pas une censure directe, mais quelque part indirecte. Ouais. Et est-ce que du peu que t'es dans... Enfin, de ce que tu connais du monde du théâtre, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est plutôt vrai? Est-ce que tu penses que c'est encore un domaine qui est peut-être un peu préservé? Il y a un peu des deux. Pour l'instant, tu sais pas. De ce que t'en vois, ça a l'air d'être un Eldorado. Bon, en vrai, je sais pas. Juste, je sais pas sur cette question-là si les producteurs ont un droit de regard. Pour moi, ça me paraît évident parce que au cinéma, les producteurs ont évidemment un droit de regard sur ce qui se fait au plateau. Au théâtre, je sais pas du tout, mais par exemple, pour ma maître de stage,
Beaucoup de ces projets, en fait, sont financés, sont produits par le Pass Culture. Enfin, étaient produits par le Pass Culture, parce qu'il n'est plus disponible. Et du coup, avec ce financement-là, il n'y a pas vraiment de droit de regard, en fait. Ok, là, elle a été assez libre, elle a pu faire vraiment ce qu'elle voulait. En fait, pour moi, il y a pas de personne dédiée au Pass Culture qui va venir te suivre sur le plateau et regarder ce que tu fais. T'as les financements, c'est parti. Donc voilà. Après, peut-être qu'il y a des financements au théâtre qui sont hyper suivis et on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Et c'est très probable. Je sais que dans la critique, c'est le cas. Quand on fait une critique dans un journal, on doit être en accord avec les valeurs du journal. Donc je suppose que c'est la même chose au théâtre. Ça suivrait une certaine logique, en fait. Ok, là, on revient au sujet initial de la discussion. L'année dernière, tu travaillais en même temps de faire tes études. Ouais. Et donc, ça t'a fait rater ton premier semestre. Deuxième. Ton deuxième semestre. Non, le premier. Puisque le deuxième, tu l'as validé. C'est ça, oui, je suis perdue. Et donc, tu faisais quoi comme job et comment ça... Est-ce que tu peux raconter un peu le quotidien que tu avais à ce moment-là ? Carrément. Comment ça s'articulait, tes journées, tes semaines, tes mois ? C'était comment ? Et en fait, je travaillais en boulangerie le week-end. Donc à la boulangerie à côté de chez mes parents, là où je vis. Donc vraiment que les week-ends, samedi, dimanche. Et la semaine, j'étais chez mon ex-copine. Donc j'étais tout le temps chez elle. Donc en fait, j'enchaînais mes semaines où je me levais à 7h, 8h. 7h30 max, pas 8h je pense. Parce que j'allais à la fac en vélo, je faisais ma journée, je rentrais le soir chez elle. Et après le week-end, je rentrais à la maison chez mes parents et je me levais à 5h30 pour aller bosser à 6h30. Donc là, tu es en train de dire que les étudiants et les étudiantes en fac de théâtre, ils se lèvent le matin à 7h30. Moi, je pensais que... Ah ouais, non, on a tout le temps cours, hein. On a tout le temps cours. Ah non, franchement, on a tendance à croire que on n'a pas cours, mais on a tout le temps cours. Enfin, vraiment, du lundi au vendredi, quoi. Ok, donc la semaine chargée de cours. Ouais, carrément, ouais. Avec les activités sportives ou associatives à côté. Yes. Tu vois, à côté, je faisais du théâtre, de la boxe et du tennis. Bah, ça vient se rajouter à la charge de travail. Donc ça, c'était des activités qui étaient proposées par l'UNIV ou c'était en plus dans des clubs Le autres ? théâtre, non. En dehors, à la M3Q. Okay. Et le tennis et la boxe, ouais. Okay. Donc je l'ai choisi, donc c'était cool. Hein. C'était aussi pour décompresser, mais... Oui, mais ça fait aussi partie de... Ouais. Moi, de mon point de vue, philosophiquement, ça fait aussi partie de ce que doit proposer une université. Hein. C'est à la fois des savoirs, mais aussi un accès à... C'est du bien-être aussi. Voilà, un accès à des choses qu'on n'a pas forcément pu avoir quand on était lycéen ou lycéenne. Bah, qu'on peut plus... Enfin, là, je sais que cette année, je me suis pas réinscrit à la boxe à l'université parce que j'avais pas envie de refaire le même cours. Je suis allée voir dans un club, ça coûte 400 balles. Je dis non, je vais mettre un punching ball dans mon sous-sol et voilà, je ferai moi-même de la boxe. Mais c'est très cool quand même, c'est très sympa, on met la musique qu'on veut, c'est bien. Mais ouais, du coup, je reviens au truc de bosser les week-ends. C'était vraiment super chaud, enfin, je me levais super tôt, à 5h30. Je prenais mon petit déj à la boulangerie, heureusement ils étaient cool en vrai. Mais en fait, je marchais au café. Et je terminais à 13h et en fait, dans la boulangerie, il n'y a pas vraiment de pause. Surtout dans les petites boulangeries de petits villages et tout. Enfin, donc t'avais quoi ? T'avais un 15h, 18h comme contrat ? J'avais un 14h, mais en 14 fait, je faisais bien plus. Donc, parce que le week-end, normalement sur les grosses journées, tu sais, dans des boulangeries normales, t'es 2 ou 3 à servir. Et moi, j'étais vraiment seule. Du coup, t'as pas le temps de faire pipi, pas le temps de boire de l'eau. Ton café, tu te le fais couler, mais en fait, après, t'as 15 personnes, donc tu reviens sur ton café, il est froid. Ouais, c'était vraiment chaud, puis tu rentres à 13h, tu manges, tu dors. Moi, je sais que du coup, je bossais pas du tout mes cours ou très peu. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est du coup, si ça. La semaine t'es en cours et que le week-end tu bosses ou que tu dors parce que t'es crevé de tes journées de travail, tu peux pas bosser en fait. Non, en fait, je bossais jamais. Enfin, voilà. J'allais quand même, si au moment des partiels, j'allais vachement à la BU pour bosser avec mes potes. Parce qu'on avait déjà moins de cours, parce qu'au fur et à mesure du semestre, t'as des cours avec des intervenants où c'est 8 heures de cours. 6 heures de cours. Donc, t'as plus de temps après, tu libères plus de temps, mais t'as quand même encore ce truc. Et la BU, elle est ouverte jusqu'à quelle heure à Poitiers ? Parce que moi, j'ai pas fait mes études ici. Je dirais 22h. Ok, bon, ça mais je restais pas jusqu'à 22h à la fac. Non, mais bon, ça peut être quand on sait que ça, c'est une possibilité. Il y en a beaucoup qui vont à la fac, à la BU le soir, parce qu'ils habitent pas loin. Mais moi, je sais que le soir, c'est manger au lit, voilà. Et puis, je bosse
avant de manger ou entre le dîner et la nuit, quoi. Mais après, dans la journée, j'ai pas forcément le temps. Donc la BU, ça a quand même sauvé du temps. Tu sais, tu peux réserver une salle pendant 2 heures, 3 heures, bosser. Pour être au calme. Ouais, au calme. C'est des salles qui sont insonorisées. Tu peux projeter des trucs normalement. Tu peux écrire sur des tableaux avec des Velleda. Donc pour le réviser les partiels, c'est cool. Là, il y avait ça aussi là où j'ai fait mes études. Ouais, mais même avec ça, j'ai quand même raté mon premier semestre. De pas mal. En plus, j'avais 2 points en dessous de la moyenne. Donc vraiment pas possible de rattraper. Et là, du coup... Ah oui, alors justement... Bon, parce que moi, là où j'ai fait mes études, donc nous, on avait un système de compensation totale d'un semestre sur l'autre. Ouais, nous aussi. Mais par contre, la contrepartie de ça, à mon époque, c'était que pour valider son année, il fallait avoir... 12 de moyenne. Ok, bon, c'est pas nous alors. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Non, il fallait avoir au moins un des 2 semestres validé à 12. Donc on pouvait avoir 8 et 12. Et ça faisait 10. Ouais. Il y avait un délire comme ça. Mais si on avait genre 9 tant que la et moyenne 11, totale ça marchait pas, je crois. Ouais, tant que la moyenne totale est de 10, c'est bon. Mais avec au moins un semestre à 12. Je crois que c'était ça un peu le délire. Mais je sais que pour en avoir reparlé avec des profs après mon départ, ils sont revenus sur ça, ils ont changé. Ok. Bon, en fait, c'est un peu fluctuant. Ils testent plein de formules. Ouais, bien sûr, ouais. Mais donc, là, tu rates ton premier semestre. Ouais. Du coup, dans quel état tu es à la fin du semestre et est-ce que tu continues à bosser après ? Comment tu vis ça ? Déjà, je vais mettre un truc au clair. Je dis partiel, mais en fait, c'est pas des partiels. C'est du contrôle continu. Donc, il y a 0 rattrapage. Ouais. L'année dernière, on avait un seul vrai partiel avec du rattrapage et cette année, il est passé en contrôle continu. Donc, on est vraiment une licence où, en gros, si tu te rates, t'as pas de rattrapage, t'es dans la merde. Donc, il faut redoubler, t'as pas le choix, quoi. Soit tu te rattrapes au second semestre et tu fais des notes de ouf, soit tu redoubles en fait, soit tu te barres carrément. Ok, mais les 2 semestres par contre se compensent. Ouais, en fait, du coup, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 8,5 au premier semestre. Et ensuite j'ai rencontré ma copine actuelle et qui m'a un petit peu ouvert les yeux sur certains sujets et notamment bosser au boulot. Et je voyais qu'en fait j'avais pas de temps pour moi du tout, quoi. Enfin vraiment pas, c'était... le boulot, dodo, l'école, boulot, enfin c'était horrible. Et du coup j'ai dit en fait... Et en plus de ça, t'avais aussi t'entretenais une relation amoureuse en plus de ça. Donc puis je voyais pas mes sœurs, je voyais pas mes parents, je voyais pas mon chien, mes grands-parents, enfin c'était vraiment, j'étais overbookée. J'allais à la boxe parce que ça me faisait du bien, mais en fait j'avais aucune vie sociale, enfin je sortais jamais et tout. Ouais, mais quand on n'a pas de temps pour soi, c'est difficile d'avoir de temps pour les autres. C'est ça, exactement. Et du coup elle m'a vachement ouvert les yeux sur ça et j'ai dit à mes patrons, en fait j'ai envie d'avoir mon second semestre, en fait j'ai envie de réussir mes examens. On est mi-mars, je me barre, alors que mon contrat se terminait en juin. Ok. Au départ, ils étaient pas trop d'accord parce que tout de suite, ça veut dire que ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre ou se mettre à bosser plus qu'ils ne le font déjà. Ouais. Et au final, ma mère est rentrée dans le truc de si, vous allez le laisser partir en fait. Et du coup, ils ont dit ok, on le laisse partir. Et donc j'ai bossé de ouf par rapport à ma quantité de travail. Là, cette année, en redoublant, moins. Mais j'ai quand même bossé et j'ai eu mon deuxième semestre à 11 et demi. Mais du coup, ça fait que la moyenne totale était de 9,04 ou 0,6, quoi. Ok. Et donc, nous, on a un truc de... t'as les points du jury. Oui. T'as un jury qui se réunit, qui dit « Ok, ceux qui ont 9,9, on vous donne un point et vous avez votre année. » Moi, ils m'ont dit « Va te faire foutre. » Ouais. Voilà. J'ai quand même essayé de forcer en me disant « Vas-y, le culot, ça marche. Je vais aller voir le doyen. Je vais lui dire « Regardez, j'ai augmenté de 10 points dans certaines matières. Est-ce que vous pouvez pas me faire passer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ?» Ils ont dit « Non, on sera ravis de te voir en L1 l'année prochaine. » J'ai dit « Ok. » Ça marche. Et du coup, là, j'ai pris ma revanche. Je travaille pas. Je travaille mes cours 200 fois plus fort qu'avant. Et ça paye, quoi. Enfin, tout de suite, quand on a du temps pour soi et pour ses proches, là, j'ai eu, dans des cours où j'avais 1 et 2, je me suis tapé des 15, 18. Enfin, j'ai pas une seule note en dessous de 10, en fait. Donc, tout de suite, ça change la vie et ça redonne confiance en soi parce que j'étais vraiment redoublée. J'ai vraiment redoublé en me disant, putain, mais je suis vraiment qu'une grosse merde. c'est vraiment de la merde, je vais décevoir mes parents,
Parce que en vrai, c'est un petit peu horrible, mais je dis que je travaille pour moi, mais en fait, je travaille aussi un peu pour mes parents, parce que t'as toujours ce truc de rendre fier tes parents, machin, et tout. Et du coup, j'étais vraiment là en mode, je vais décevoir mes parents, ils vont vraiment finir par croire que j'aurai pas d'avenir, déjà que c'est un peu incertain. Mais au final, là, le fait de redoubler, d'avoir des super notes et tout, tu te dis, ah putain, mais en fait, on est tous capables d'y arriver, juste faut s'entourer des bonnes personnes et travailler, c'est bien, mais en dehors des cours, avec les cours, je déconseille. Après, il y en a qui peuvent pas faire autrement, logique. Et même là, aujourd'hui, le fait de pas avoir de salaire à la fin du mois, bah, c'est assez handicapant du coup, parce que certes, j'ai une vie sociale, mais j'ai pas d'argent pour bénéficier de cette vie sociale. Donc mes parents me donnent un petit peu d'argent de poche, 15 € par-ci, 30 € par-là. Mais en fait, bah, tout de suite, la vie de couple, la vie entre amis et tout, bah, tu dépenses 8 € dans un cocktail, ok, puis après t'achètes, je sais pas moi, un butternut pour faire une soupe, et bon, bah, ok, on va attendre le prochain virement des parents, et en fait, la vie sociale s'arrête un peu. Après, Ouais. Et du coup, t'es aussi dans un rapport de dépendance à tes parents. Bon, mes parents, ouais. Ils sont, c'est ce que je disais tout à l'heure à Gabin, ils sont légalement obligés de financer tes études. Bien donc, sûr, ça y a voilà, pas de mais souci. c'est toujours mieux quand ça se passe bien. Bah, bien sûr. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a plein d'étudiants et d'étudiantes qui sont forcés d'entretenir des bons rapports avec leurs parents. Alors, quand c'est de bonne foi, de bon cœur, etc., tant mieux. Ouais. Mais parfois, c'est forcé. Forcé et on aurait bien aimé couper, mais en fait, on peut pas parce qu'on dépend d'eux. On dépend d'eux financièrement, etc. Donc, bah, y a des inconvénients et des avantages, quoi. Enfin, c'est vrai que travailler, c'est vraiment un inconvénient. Mais je pense que ton exemple illustre très bien les statistiques, où on voit bien que bien sûr. les gens qui travaillent réussissent moins bien leurs études. Toi, en plus, tu avais quelque part le discours du mérite, etc. Il est tellement asséné, répété, qu'on finit par l'intégrer. Bah, du coup, j'étais partie dans un objectif de je travaille, mais je vais réussir mes études, et vous allez voir, et vous allez l'avoir dans le cul, en gros. Et en fait, j'ai pas réussi, et je me suis dit, ok, mes parents ont raison, je l'avoue, ok, pas de souci, je vais les écouter. Et c'est vraiment là le truc. Enfin, on se rend vraiment compte que c'est une réalité, quoi. Ouais, mais voilà, t'es bon, pas tout à fait la même personne que l'année dernière. Non. Mais quand on prend 14 points sur une matière, c'est qu'il y a vraiment. Voilà, c'est que vraiment matériellement, c'est beaucoup plus difficile d'étudier, de réussir ses études, quand on travaille, quoi. Malheureusement, c'est une réalité. Donc. Bon, ça, bien sûr, l'État, il s'en fout, puisque s'il s'en foutait pas, il y aurait un salaire pour les étudiants et les étudiantes. Puis il y aurait des bourses plus accessibles. Voilà. Carrément. Mais malheureusement, non, c'est un toujours outil. La même conclusion. Voilà. L'État n'a rien à foutre, point. Yes. Ok, tu veux qu'on s'arrête là? En vrai, je veux bien, je commence à avoir un petit peu mal partout. Ok, on s'arrête là, super. Mais, merci. C'était trop cool. Voilà. Cool.